Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. On est le lundi 1er juin, le mois de la fantaisie s'est terminé hier à minuit, enfin cette nuit à minuit. Du coup, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus pendant le mois de mai. La première catégorie du mois de la fantaisie, c'était La Fureur de Smaug et il fallait lire un livre avec des créatures fantastiques. J'ai lu Belle de Gris, le deuxième tome de la série Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz aux éditions Mnemos dans la collection Naos. Je vais vous faire un rapide résumé du premier tome. On est à Grisaille, une ville carrément bizarre, très très bizarre. C'est un univers un petit peu, beaucoup même je dirais, à la Tim Burton. On a énormément d'humour noir, c'est presque gothique comme ambiance. Et on va suivre les aventures des sœurs Carmine. Dans le premier tome, on suit Mériver, qui est une monte en l'air, donc qui est une voleuse en fait. Dans le deuxième tome, on va suivre Tristabel, qui est l'aînée des sœurs Carmine. Et dans le troisième tome, on suivra Dolorine, qui est la Benjamine. Le premier tome s'intitule Le complot des corbeaux et on va suivre donc Mériver qui va se retrouver justement au cœur d'un complot, au cœur d'une intrigue de cour et qui va se retrouver embarqué dans des aventures très dangereuses. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, même si j'avais été un petit peu déçue parce que je m'attendais à l'aimer plus que ce que je l'ai apprécié. Et j'appréhendais énormément ce deuxième tome puisque dans le tome 1, j'avais détesté Tristabel. Étant donné que dans le complot des corbeaux, on suit Mériver, on s'attache facilement à son personnage. Et comme Tristabel est une grande sœur particulièrement méchante, mesquine et sans cœur, j'avais vraiment détesté son personnage dans le tome 1. En revanche, dans ce tome 2, c'est toujours une grande sœur méchante, mesquine, sans cœur et avec une langue de vipère, mais j'ai adoré suivre ce personnage, c'était génial. Comme c'est le personnage principal de l'histoire, on peut que s'attacher à elle malgré son cœur de pierre et sa langue de vipère. Ceux qui l'ont lu, vous saurez. C'est bourré d'humour, c'est irrévérencieux. On a l'impression que Tristabel n'a aucun sentiment, vraiment. Concrètement, elle a aucun sentiment. Du coup, elle est incapable d'amour, elle est incapable d'empathie, incapable de gentillesse et elle dit ce qu'elle pense comme elle le pense en fait, tout simplement. J'avais commencé à annoter ce livre, la première page j'ai mis un post-it, la deuxième page j'ai mis un post-it, du coup je me suis dit j'arrête parce que sinon on va même plus voir la tranche tellement il y aura de post-it. Toutes les pages contiennent un élément qui m'a fait mourir de rire, quasiment. C'était vraiment incroyable. J'ai l'impression que grâce à ce deuxième tome, l'auteur a vraiment la capacité de s'exprimer pleinement et on rentre encore plus dans son style et dans son humour qui est si particulier et vraiment je vous dis j'ai adoré. C'est une série que je vous conseille vraiment de tout cœur. J'ai très hâte de lire le tome 3 puisque Dolorine c'est un personnage que j'apprécie énormément. J'ai noté ce tome 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. La deuxième catégorie du mois de la fantaisie c'était Dame Arwen et pour la compléter il fallait lire un roman écrit par une autrice ou bien avec un personnage principal qui était une héroïne. Au départ j'avais prévu de lire La Croisade éternelle de Victor Fleury mais je fais rentrer ce livre dans une autre catégorie dont je vous parlerai un petit peu plus tard et du coup à la place j'ai lu Le voleur de bijoux, le premier tome d'Angelika Varinen de N.M. Zimmerman. C'est une édition France Loisirs. C'est un roman jeunesse très court avec de superbes illustrations et forcément quand je vous dis ça je n'en trouve pas une seule. Voilà, et donc vous pouvez constater que tout le roman est illustré ensuite de cette façon, on le voit bien sur la tranche de toute façon qu'il est illustré. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Angelika Varinen, qui est une fille de noble. On est dans un univers, j'ai l'impression, inventé, donc on est plutôt sur de la fantaisie. Elle a un chat qui parle, même s'il est très économe dans ses mots, et Angelika est friande d'enquête, et elle va décider de justement mener l'enquête quand un voleur de bijoux va commencer à sévir dans le voisinage. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le découvrir, et je retardais sa lecture parce que plus le temps passait, et plus je me disais ça va être trop jeunesse, tout simplement pour moi. Je le savais au départ que c'était de la jeunesse, il n'y a pas de souci, j'en étais bien consciente, mais plus on avançait dans le temps et moins j'avais envie de le lire et finalement je suis ravie de l'avoir fait parce que ça a été génial. J'ai adoré les personnages qui sont tout en nuances. On a des personnages jeunes, très jeunes, puisque Angelika doit avoir, je sais pas, peut-être une douzaine d'années, je dirais, quelque chose comme ça. Elle a des amis qui ont son âge et puis on a ses parents qui sont totalement absents puisque vraisemblablement je crois qu'ils voyagent beaucoup et du coup elle est chaperonnée plus ou moins par les domestiques de la maison, notamment par le majordome qui est, me semble-t-il, si je me souviens bien, à moitié mécanique. L'univers est fantastique, c'est beau graphiquement, enfin visuellement, en plus comme on a les illustrations, c'est vraiment sympa. Je pense que mis en couleur, ça doit être génial. Le travail éditorial, comme je vous l'ai montré, vraiment chapeau. Donc là, c'est l'édition France Loisirs, mais à la base, c'est publié par Flammarion Jeunesse. Et franchement, bravo, parce qu'il est vraiment juste magnifique.
autant dans la forme que dans le fond. C'était vraiment une chouette histoire, ça s'est lu très très vite et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Pour la catégorie Tolkien, roi de la fantasy, il fallait lire un auteur ou une série incontournable de la fantasy. J'avais prévu de lire La Communauté de l'Anneau, le tome 1 du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Logique. J'ai lu les 2 premiers chapitres, enfin tout le prologue qui est assez long, plus les 2 premiers chapitres. Ça, c'était lundi dernier. Aujourd'hui, on est lundi le 1er, donc c'était lundi de la semaine dernière. Et puis, j'ai eu un gros blanc. Tout le reste de la semaine, je n'ai pas lu une seule ligne. Du coup, je ne suis toujours pas parvenue à arriver au bout de cette lecture. C'est la 3e ou 4e fois que j'entame ce roman, je crois. C'est pas grave, un jour j'y arriverai, c'est sûr. Mais pour l'instant, du coup, je laisse tomber. Je vais passer à une autre pile à lire, donc je le remets dans ma pile à lire. C'est pas très grave, mais du coup ça fait une catégorie que j'ai pas réussi à remplir. La catégorie suivante justement c'était La Communauté de l'Anneau et il fallait faire une lecture commune. Stéphanie avait proposé de choisir entre Druide d'Olivier Perru ou bien le premier tome du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, j'ai réussi à le dire. C'était pas facile. Aucune de ces 2 lectures ne me tentait, du coup j'ai fait ma propre lecture commune à côté avec Diane qui est ma meilleure amie comme vous le savez et Magali qui est une de mes abonnées. Et donc on a lu ensemble La Prêtresse Esclave, le premier tome de la Croisade éternelle de Victor Fleury chez Brajlon et c'était vraiment génial. On est donc dans un univers de fantasy toujours, hein, voilà, avec un personnage principal qui est une femme et qui est en fait l'oblate de peau du prince héritier. Qu'est-ce qu'un oblate? C'est un esclave, prêtre ou prêtresse esclave, qui donc du coup est quand même respecté à un certain poids dans la hiérarchie, on va dire, le peuple doit les vénérer malgré tout, et ils sont quand même en même temps les esclaves de la personne dont ils sont les oblates. On va suivre, par contre je me souviens pas des noms, hein, ça c'est terrible. Nisaba, qui est donc l'oblate de peau du prince héritier, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de ressentir absolument tout physiquement ce que ressent le prince héritier. Il y a également un oblate de mémoire, un oblate de force et plein d'autres oblats dont je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour certains ce serait vous spoiler. Le prince héritier est sur le point d'accéder, pas forcément tout de suite au pouvoir, mais en tout cas sa mère est sur le point d'annoncer que son fils sera son héritier et donc le futur monarque. Je relis en même temps le résumé pour ne pas vous spoiler le début de l'histoire et j'ai bien fait parce que j'ai failli vous dire quelque chose qui n'apparaît pas dans le résumé donc je ne vais pas vous en parler. D'une façon ou d'une autre, Akurgal, qui est le prince héritier, décide de partir en croisade pour mater les soulèvements des peuples rebelles. Il n'y a pas spécialement de soulèvement mais disons que les peuples qui ne sont pas avec l'Empire sont contre l'Empire, vous voyez le genre. Donc il décide de partir en croisade pour faire ses preuves et forcément il est obligé d'emmener tous ses oblates puisque le lien entre un oblate et son maître est sacré et ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre de plus de, je sais pas, une 50aine de kilomètres peut-être, ou sinon ils meurent tous les 2. On va donc suivre notre personnage principal qui est donc cette prêtresse esclave Nisaba qui va partir en croisade avec son maître et qui va se retrouver au centre d'intrigues et de complots. Voilà, je vais pas vous en dire plus. C'était génial, j'ai adoré cette lecture. C'est le tout premier roman que j'ai annoté, donc je sais pas, ouais, vous allez voir quand même malgré la luminosité. J'ai mis des post-it, alors comment j'ai annoté? C'est très simple, à chaque fois qu'il y avait un passage qui me faisait rire ou qui me marquait ou qui était important pour l'intrigue ou quoi, je mettais un post-it sur la ligne du dessus, comme ça je savais quand je trouve un post-it, c'est la ligne d'en dessous qui... Voilà, c'est la ligne d'en dessous qui est importante, on va dire, ou bien qui m'a fait sourire, ou bien qui m'a choquée, ou voilà. Je n'ai pas de distinction entre les différents types de post-it, j'ai pris au fur et à mesure sur ma planche de post-it comme ça venait, il n'y a pas de couleur, genre je mets pas du vert pour les citations, du rouge pour les moments importants, ou du noir pour la mort d'un personnage, ou je ne sais quoi. Et ben franchement... je suis vraiment contente de l'avoir fait et j'ai l'impression d'avoir eu une autre expérience de lecture. En fait, j'ai eu l'impression d'être encore plus immergée dans l'histoire et c'était vraiment génial. La fin de ce tome 1 est spectaculaire. Je veux le tome 2 maintenant. J'ai adoré aussi le style de l'auteur. C'est clair, c'est pas poétique, mais c'est fluide en fait. Et voilà. Ça m'a plu tout simplement, c'était vraiment chouette. Le système de magie est assez intéressant du coup et assez novateur puisque on a donc ces esclaves qui sont reliés à un certain sens ou à une certaine capacité de leur maître et du coup ils partagent tous les deux ce sens ou cette capacité, je trouve ça assez original. Les personnages sont très bons,
mais pas spécialement extraordinaires. Je les ai beaucoup aimés, il y en a que j'ai moins aimés. J'ai eu énormément de mal à supporter Akurgal, donc le prince héritier, puisque c'était un vrai crétin. Il y a d'autres personnages qui m'ont aussi beaucoup agacée, surtout vers la fin. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont été écrits, donc c'est pas un problème de défaut au niveau des personnages. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads, et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. La catégorie suivante, c'était Peter Jackson, et il fallait lire un livre qui avait été adapté en film, en série, en manga, en comics, peu importe. J'étais censée lire Princess Bride, mais finalement, je ne l'ai pas lu, tout simplement. Donc on va passer à la catégorie suivante, qui était du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Pour cela, je devais lire un tome de saga, et j'ai lu le premier tome de Rosen de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Dans cette histoire, on va rencontrer deux peuples. On a les Dagnir d'un côté, qui sont ce qu'on pourrait qualifier d'hommes, et de l'autre côté, on a les djinns, qui eux sont des créatures surnaturelles qui possèdent de la magie. Depuis plus de 300 ans, je crois, l'esclavage des djinns a été aboli, mais certains peuples qui sont nomades sont toujours traqués par une certaine milice, et pour étendre la protection du sultan à toute la population djinn, un des émirs du pays va envoyer ses 3 filles faire la connaissance et la cour peut-être aux 3 potentiels héritiers du sultan. Donc on a affaire à un genre de bachelor oriental avec des complots et des intrigues politiques. Je crois que je vais m'arrêter là en fait pour l'histoire, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire de plus sans vous spoiler. C'était génial, j'ai adoré cette histoire. Je vous présente que des bonnes lectures là, c'est cool, ça fait plaisir. C'était vraiment chouette, j'ai très hâte d'avoir le tome 2. C'est super bien écrit, le bouquin il est juste incroyablement beau. Le travail éditorial est sublime. J'ai adoré les personnages, les 3 sœurs sont vraiment super. Il y a juste la Benjamine qui m'a un peu tapé sur le système, mais parce qu'elle est encore jeune et naïve, on va dire. J'ai adoré. J'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est terrible parce que j'ai envie que vous le lisiez et je vous en parle tellement mal que vous risquez pas de vous jeter dessus. Mais c'était vraiment chouette. Le côté fantasy orientale, ça m'a énormément plu. Et en fait, au cours de cette histoire, on va simplement, plus ou moins, suivre les sœurs, principalement Rosen, puisque en tout cas ce premier tome est principalement centré sur elle. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour le second tome, qui sera le dernier, puisque c'est une duologie. On va principalement suivre Rosen, qui va enchaîner les rendez-vous avec les 3 princes, en fait, pour faire leur connaissance. Donc du début à la fin, moi j'ai pas arrêté de me dire, alors attends, elle va finir avec lequel? Avec celui-là? Ah ouais, mais celui-là ce serait bien aussi. Ah ouais, mais alors lui non, mais en fait si, enfin... Vraiment, c'était, je vous dis, c'était bachelor, c'était ça. Mais c'était tellement bien, franchement, c'était tellement bien. Et le côté intrigue politique et complot qui se trame derrière, et les enjeux qui se trament derrière ces mariages arrangés, c'est ouf, en fait. Alors, ça n'a rien de ouf, justement, enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas hyper novateur, mais j'ai trouvé que c'était bien construit. Et du coup, c'est pas juste des amourettes puériles, quoi. Il y a vraiment un vrai enjeu derrière. Elles mettent leur vie en danger, et puis elles font ça pour leur peuple, en fait, tout simplement. Elles font pas ça uniquement pour elles, pour leur petite personne. Elles ont tout un peuple à sauver avec elles. Et voilà, c'était génial, et pareil, je vous le conseille de tout cœur. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. La catégorie suivante, c'était une balade dans le Mordor, et il fallait lire un livre qui me faisait peur. J'avais choisi Le Destin d'Orisha, le premier tome, donc 200 et de rage de Tommy Adeyemi. C'est une édition France Loisirs, mais il est édité à la base chez Nathan. Et je l'avais sorti parce que j'avais entendu des avis très mitigés, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il me faisait peur, en plus du fait qu'il soit quand même assez gros. Il est aussi à noter, comme vous pouvez le constater, et j'ai surkiffé cette lecture. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Zélie, qui, il y a une vingtaine, je ne sais plus trop, d'années, a vu tout son peuple se faire massacrer, et principalement sa maman, puisqu'elle était dotée de magie. Le roi s'est considéré menacé, puisque la première famille qu'il avait, sa première femme et ses premiers enfants, ont été assassinés par des magies. C'est comme ça que s'appellent les personnes qui ont des pouvoirs magiques, M-A-J-I. Un magie, et du coup il a massacré toutes les personnes qui possédaient cette magie en eux. Du coup la magie a totalement disparu d'Orisha, qui est donc le royaume dans lequel on se trouve, jusqu'au jour où Zélie va bien malencontreusement rencontrer une personne qui porte avec elle un artefact qui pourrait potentiellement permettre de ramener la magie en Orisha, et qui pourrait permettre du coup au peuple magie, en tout cas aux descendants des magies, pas forcément de se venger, mais en tout cas de montrer que
ils ne peuvent plus être réduits en esclavage, ils ont maintenant les moyens de faire entendre leur voix et de se rebeller s'il le faut. Zélie va donc être embarquée dans cette quête pour faire revenir la magie en Orisha, et à ses trousses, elle a le prince héritier qui lui a pour rôle de l'assassiner et surtout d'empêcher que la magie ne revienne, puisque d'après son père, c'est une grande menace. On est dans un univers inspiré par l'Afrique et les légendes africaines, et c'est la première fois que je lis un roman de fantasy, peut-être même un roman tout court, je ne sais plus, qui a pour origine des croyances, des légendes africaines, et c'était génial, c'était fantastique, c'était beau, les personnages sont géniaux, l'ambiance est incroyable, le système de magie est génial, la plume de l'autrice, c'est une traduction donc je ne peux pas vraiment vous parler de la plume de l'autrice, mais en tout cas la traduction est excellente, c'est très bien écrit, il y a très peu de fautes au niveau de la traduction ou de l'orthographe ou de la grammaire ou quoi. On a une alternance de points de vue et vous savez que j'adore quand on a une alternance de points de vue parce que ça permet justement d'approfondir un peu plus certaines scènes ou certains événements marquants de l'histoire. J'ai mis pas mal de post-it comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a pas mal de passages qui m'ont marqué. L'un des passages qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément un passage de l'histoire, bien qu'il y ait certaines citations que j'ai relevées qui sont sublimes, c'est la fin de la note de l'autrice que je vais vous lire. Comme le dit Zélie au moment du rite, nous sommes des enfants de sang et d'os, et tout comme Zélie et Amari, nous avons le pouvoir de transformer les mots de notre monde. Cela fait trop longtemps qu'ils nous asservissent, à présent, dressons-nous. L'autrice Tomi Adeyemi est américaine d'origine nigériane. Children of Blood and Bones, c'est le titre original de la série, c'est le premier tome d'une trilogie que j'ai très hâte de continuer à découvrir. Je sais que le tome 2 est déjà paru en VO, je ne sais pas quand Nathan sortira la traduction, mais j'ai hâte. J'ai trop hâte parce que c'était génial, parce que j'ai hâte de retrouver ces personnages, parce qu'il y a des messages hyper importants dans cette histoire et je vous invite vraiment à le découvrir. N'ayez pas peur de la brique parce que franchement, chacun son rythme de lecture, c'est sûr, mais je l'ai dévoré, ça s'est lu hyper vite. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Pour la catégorie Gimli, Legolas, Frodon, Aragorn, choisis ton héros, il fallait lire un livre dans lequel il y avait des nains, des elfes, des gens du petit peuple ou bien des hommes tout simplement. Et j'étais censée lire le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses dans lequel il y a des fae, donc c'est Sarah J. Maas. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur, mais il fait plus de 700 pages et je n'ai pas eu le temps de le lire tout simplement, donc on passe à la catégorie suivante. La catégorie suivante qui était Gandalf et pour laquelle il fallait lire une relique de Sapal. J'avais prévu de lire Sorcière associée d'Alex Evans que je n'ai pas lu non plus. Par contre, j'ai réussi à compléter la catégorie suivante qui était Un anneau pour les gouverner tous et pour laquelle il fallait lire un livre dans lequel il y a des artefacts. J'ai lu le premier tome de la série Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf chez PKJ dans lequel les cœurs sont des artefacts puisqu'on va rencontrer une jeune fille qui s'est fait prendre son cœur par une sorcière et depuis cette sorcière la contrôle plus ou moins, même si elle a jamais vraiment utilisé ce pouvoir. Elle a enlevé son cœur pour lui sauver la vie à un moment et maintenant elle lui est redevable. Enfin voilà, on n'est pas vraiment sur un lien d'asservissement tel qu'on l'entend. En tout cas, notre personnage principal qui s'appelle Zera a malgré tout envie de retrouver sa liberté puisqu'elle est quand même soumise à cette sorcière malgré tout. Et un beau jour, l'opportunité va se présenter, la sorcière va lui proposer un échange. Si elle réussit à voler littéralement le cœur du prince, Zera pourra retrouver sa liberté et redevenir humaine. Parallèlement, on a donc le prince qui s'appelle Lucien, qui lui est en âge de se marier, en tout cas d'après ses parents, et il va faire une cérémonie, je crois que c'est une cérémonie du printemps, où il y a 3 fiancés potentiels, et forcément, vous l'aurez compris, parmi ces fiancés potentiels, il y a Zera qui, elle, s'en fout du prince, elle est juste là pour lui piquer son cœur. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ? On a compris, hein, c'est de la fantasy, c'est du young adulte. Il va y avoir une petite romance qui va s'immiscer là-dedans. J'ai adoré. J'ai adoré cette histoire, c'était génial. Je vous présente que des super lectures, franchement, je suis trop contente. Bon, c'est pas vrai, il y en a qui sont moins bien à la fin. Mais là, franchement, c'était génial. J'ai eu un peu de mal avec Zera, donc le personnage principal, puisque comme elle a pas de cœur, puisque son cœur lui a été enlevé, elle a un peu de mal avec les sentiments et elle répète souvent la même chose en fait, qu'elle sent qu'elle est une coquille vide, qu'elle a du mal à aimer, Enfin, il y a beaucoup de répétitions au niveau de ce que ressent le personnage principal. Par contre, j'ai adoré les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé Zera aussi, hein, c'est juste que peut-être un peu moins. La fin est juste magistrale, il me faut le tome 2 qui sort au mois de juin, donc ça c'est plutôt cool. J'avais deviné la fin, enfin c'est pas que j'avais deviné la fin, mais j'avais
deviner ce qui se passe à la fin. Pas la façon dont ça se déroule, mais voilà, j'avais compris depuis longtemps ce que les personnages découvrent seulement à la fin de l'histoire, j'avais compris depuis longtemps. Mais c'est pas grave, parce que la façon dont c'est découvert, oh mamma mia, c'était trop bien. C'est hyper drôle, c'est bourré d'humour, et puis cette histoire de base, enfin je veux dire, la romance impossible entre deux personnages que tout oppose, elle doit littéralement lui arracher le cœur pour pouvoir retrouver le sien, c'est juste mortel. Dans tous les sens du terme. Voilà, franchement c'était top. On a un personnage, enfin, pour moi, c'est un personnage à part entière, c'est la fin, F-A-I-M, parce que le personnage de Zera, n'ayant plus de cœur, a un côté très animal, très bestial en elle, et si elle se laisse aller, ça fait un peu en mode zombie ou vampire, vous voyez un peu. Elle a cette fin qui reprend le dessus et qui souvent l'interpelle dans le roman. On a des passages en italique quand c'est la fin qui parle. Arrache-lui le cœur, mange-le, dévore-le, ce genre d'interjection en fait. Et c'était génial, j'ai adoré découvrir. Pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière parce qu'elle prend pas mal de place dans ce tome 1. J'espère qu'elle en prendra tout autant dans le tome 2 et c'était vraiment chouette. Petite mention spéciale au personnage de Malakit qui est le garde du corps de Lucienne, donc du prince, qui est, mais alors, hyper drôle et franchement j'espère que lui aussi il aura plus de passages dans la suite parce que là, on le voyait de temps en temps, mais il m'en faut plus de ce personnage, il est juste exceptionnel. Il m'a manqué quand même un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, je vous ai dit, Zera, son personnage, parfois m'agaçait, mais je lui ai quand même mis la note de 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Pour la catégorie Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, j'étais censée lire un roman avec de la magie ou de la sorcellerie et j'avais choisi le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder, que je n'ai pas lu. Manque de temps tout simplement, hein. Voilà pareil, tous les livres que j'ai pas lus, c'est que je suis arrivée à la fin du challenge et j'avais pas eu le temps. Je vous dis là, cette dernière semaine j'ai un peu foiré, j'ai quasiment rien lu du tout. Voilà, je me suis organisée peut-être d'une façon aussi qui a fait que j'ai lu moins vite certaines choses, enfin, peu importe, en tout cas, voilà, il y a certains titres qui malheureusement sont passés à la trappe, mais qui referont leur apparition probablement dans une pile à lire prochaine, pas d'inquiétude. La catégorie suivante, c'était le chant de Pipin, et il fallait lire un roman dans lequel la musique avait son importance, et là, j'avais le choix entre deux ouvrages. Soit je lisais Songs from the Deep, qui est une VO avec des sirènes, je crois, je ne me souviens plus de l'autrice, que j'avais en format numérique et que donc j'aurais pu lire tout de suite. Ou bien je croisais les doigts pour que arrive dans ma boîte aux lettres le tome 1 de Gods of Men de Barbara Kloss chez Rivka. C'est la toute nouvelle maison d'édition créée par les créateurs de la Milan Livre Box. Il est arrivé et je l'ai dévoré tout de suite dans la foulée. C'était génialissime. On est dans un univers où la magie est interdite, là encore, et où ceux qui en sont dotés sont traqués et tués. Zorina, c'est la fille bâtarde d'un grand seigneur qui ne sait pas qu'elle possède de la magie, jusqu'au jour où elle va s'en rendre compte de manière bien amère, puisqu'en jouant de la flûte que son frère lui a offert devant toute la cour, elle va malencontreusement tuer sa petite sœur. Elle va s'enfuir et atterrir chez une guérisseuse qui va la prendre plus ou moins sous son aile et en apprentissage, ce qui fait que Zorina, qui s'appelle désormais Sable, va avoir la capacité d'utiliser les plantes pour guérir les gens. Et elle va vivre comme ça pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que 10 ans après avoir tué malencontreusement sa petite sœur, quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, la retrouve et va décider de la traquer. Je vais commencer par le minuscule détail qui m'a chagriné, c'est qu'il y a certains termes qui ne sont pas du tout expliqués. J'aurais bien aimé avoir un glossaire à la fin. Les termes qui ne sont pas expliqués, c'est les titres au niveau de la hiérarchie dans la royauté. Par exemple, le roi ne s'appelle pas le roi, la princesse ce n'est pas une princesse, ce sont des termes particuliers et c'est pas expliqué. C'est compréhensible quand même dans le contexte, mais ça aurait mérité d'avoir une astérisque ou, comme je l'ai dit, un glossaire. En dehors de ça, le travail éditorial est juste incroyable. C'est un hardback, on a une dust jacket, l'intérieur est illustré à l'avant et à l'arrière avec les personnages principaux. Donc on a un visuel, on sait à quoi ils ressemblent, on arrive plus facilement à les identifier. On a une carte à l'intérieur et je crois que c'est tout. Je crois pas que les en-têtes de chapitre, non. Les en-têtes de chapitre n'ont rien de particulier. Et le hardback est noir, tout simple. Mais bon, voilà, cette couverture est juste sublime de base. Donc, Et il coûte 16 €. Comme quoi c'est possible de faire du super travail éditorial. Je n'ai pas relevé une seule coquille dans ce titre. C'est une traduction
Donc ça aussi, c'est possible de bien faire des corrections dans les ouvrages que vous publiez. Un hardback de cette qualité, tant sur la forme que sur le fond, à 16 €, c'est rarissime. Donc franchement, je vous invite à l'acheter et à l'acheter directement chez l'éditeur surtout, pour que l'argent revienne à l'éditeur, à l'auteur bien sûr, mais que ce soit l'éditeur qui en profite, quoi, parce que si vous l'achetez d'occasion, l'éditeur ne profitera pas d'une certaine rémunération. En tout cas, ils font un super boulot et je vais les suivre, c'est sûr. Je vais suivre toutes leurs parutions. En tout cas, je vais essayer. Les personnages sont incroyables. Le style de l'autrice, comme c'est une traduction, je peux pas vraiment en parler, mais j'ai adoré. C'est fluide, ça se lit facilement. C'est pourtant super dense, hein, enfin dense. C'est pas dense, je veux dire, voilà, le texte est quand même assez aéré, mais bon, il fait quand même plus de 600 pages. Non, pas tout à fait. Il fait 550 pages. C'est juste que le papier est assez épais, je pense. L'histoire est géniale, j'ai adoré le système de magie. Je vous préviens, il y a des passages qui sont difficiles, il y a des passages qui sont gore. Ce n'est pas de la fantasy young adulte, c'est de la fantasy adulte. Enfin, en tout cas, à mon sens. Le travail éditorial, je vous l'ai dit, est incroyable. Et la fin, j'ai adoré cette fin. On peut s'en satisfaire, on n'est pas obligé de lire la suite. Mais j'ai envie de lire la suite. Je veux savoir comment les deux personnages principaux vont évoluer, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Voilà, j'ai envie de savoir, donc je lirai absolument la suite. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. La première catégorie bonus pour le mois de la fantasy, c'était de faire une relecture et je n'ai pas fait de relecture. Donc bah voilà, on passe à la dernière catégorie pour laquelle il fallait lire de la fantasy en images. Et au départ, j'avais prévu de lire Encyclopédie de la magie, Enchanteur, sorcière et créatures magiques aux éditions du Héron d'Argent et réalisé par Guillaume Sanguet, David Chapoulet et Vanessa Calico. Et vous voyez rien parce qu'il fait trop jour. Voilà, il y a du foil, c'est très beau. Je vous l'avais montré de toute façon quand j'avais présenté ma pile à lire. Vous voyez rien, voilà. C'est une encyclopédie qui regroupe tout un répertoire, tout un bestiaire, tout un catalogue de personnages, personnalités, animaux fantastiques, de fantasy, etc. C'était génial, voilà, j'ai adoré, c'était vraiment beau, il y a plein d'explications, il y a des trucs que j'ai appris, il y a pas mal d'humour aussi, mais je pense que le côté humoristique m'a un peu dérangée en fait. Au niveau du style des auteurs, il y a certains passages qui sont réalisés plus ou moins comme des grimoires en fait, où on vous donne des conseils pour faire des potions ou créer des enchantements, ce genre de choses, qui peuvent être interprétés littéralement par les plus jeunes, on va dire, et qui pour moi sont pas adaptés. Le deuxième gros point noir de cet ouvrage, c'est sa réalisation. C'est bourré de fautes. C'est bourré de répétitions, c'est bourré de coquilles, mais quand je vous dis bourré, c'est vraiment bourré, hein. C'est une catastrophe et c'est vraiment dommage parce que c'est une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule et en général, on met bien dans les 35 € quoi. Enfin moi en tout cas c'est la somme que je mets en général. Le bouquin lui en coûte 29,90 €, presque 30 €. Si on rajoute les goodies derrière, on atteint facilement les 35 € et je trouve ça un peu abusé, même beaucoup abusé que la réalisation soit si bâclée en fait. Les illustrations sont magnifiques, comme je vous l'ai dit, les personnages, les animaux, j'ai appris certains trucs, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'au niveau forme, ben ça suive pas malheureusement. Le contenu était quand même bon, je lui ai quand même mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Mais je me suis retrouvée un petit peu embêtée puisque en fin de compte, la moitié, au moins la moitié du contenu de cet ouvrage était plus consacré à des légendes ou bien à des histoires fantastiques et pas forcément à de la fantasy. Du coup, j'ai également lu le premier tome du Cercle du Dragonté de Cathy O'Neill et c'est aux éditions Bliss. C'est une bande dessinée qui est juste adorable, dans laquelle on va suivre des personnages qui élèvent des dragons et en fait ces petits dragons sont ce qu'on appelle des dragons thé et donc vous voyez ils ont sur leurs cornes ou bien tout simplement sur leur tête ils ont des feuilles, des fleurs qui sont des feuilles ou des fleurs de thé qui permettent aux personnes qui boivent le thé infusé à partir des feuilles présentes sur les dragons de partager les souvenirs de ces dragons et c'est juste trop mignon. Enfin voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai très hâte d'avoir la suite. C'est chou. Pareil, là par contre au niveau de la réalisation, il y a un petit souci, il y a pas mal de fautes de grammaire, d'orthographe à revoir. C'est vraiment dommage parce que, bon 15 € ça va encore, mais bon quand même, t'as envie d'avoir un truc bien quoi, complet et
comment dire, est correct. Donc c'est un peu dommage. J'ai apprécié qu'à la fin, on ait un bestiaire en fait avec tous les différents types de dragons. Donc, vous avez dragon thé jasmin, dragon thé rooibos, dragon thé camomille, dragon thé ginseng. Ça, c'est les 4 qu'on va retrouver dans ce premier tome. Et on a aussi d'autres dragons thé qu'on découvrira, je pense, dans la suite. Voilà, c'était vraiment mignon. Et là, pour le coup, c'est de la fantaisie, donc ça rentrait pas mal dans la fantaisie en images. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez atteint votre objectif au niveau du mois de la fantaisie, quel est le livre que vous avez le plus aimé, quel est celui qui vous a moins plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!